Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler PFAS, on parlera également mécanismes d'intéressement et d'actionnariat salarié. Et enfin, on évoquera l'apport des textes européens, DSA et DMA. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pascal Bus, avocat associé chez Norton Rose Fulbright, pour évoquer l'interdiction future des PFAS. Jean-Pascal Bus, bonjour. Bonjour, merci de me donner l'antenne pour ce sujet qui concerne tout le monde en réalité, celui des PFAS. Alors, que sont les PFAS? Alors, que sont les PFAS? Parce que c'est un terme que le grand public ne connaît pas encore, mais va être amené à connaître. Ce sont des perfluoroalkylés ou des polyfluoroalkylés, PFOA, ou dans la catégorie PFAS, vous avez PFOS et PFOA. Ce sont des risques polluants émergents que l'on retrouve où? Que l'on retrouve d'abord dans les mousses anti-incendie. On retrouve vraiment dans notre environnement les mousses anti-incendie, tous les matériaux ignifuges, typiquement le téflon. Vous en retrouvez aussi dans l'anti-adhésif. Bref, ça nous environne. Vous, ce matin, moi, nous avons du PFAS dans notre corps. On en retrouve aussi, je crois, dans les emballages de pizza ou de hamburgers. Oui, tout à fait. Dans des emballages alimentaires, vraiment, c'est comment dirais-je, un polluant émergent, mais un polluant qui a une caractéristique aussi chimique qui est lourd. Donc, il migre des sols jusqu'aux nappes phréatiques. Et c'est pour ça que vous en retrouvez même dans les poissons, vous en retrouvez vraiment un peu partout, en particulier dans les zones militarisées pour les tests anti-incendie sur les aéroports. En quoi sont-ils dangereux? Alors, pour l'instant, vous avez peu d'études définitives parce que, en réalité, il faut reconnaître l'industrie pharmaceutique met ça un peu sur le côté. Néanmoins, c'est un sujet qui préoccupe les États-Unis et les pays anglo-saxons depuis des années. Les premières affaires aux États-Unis remontent au début des années 2000-2008, vous voyez, avec des class actions très importantes et des montants en jeu de plusieurs centaines de millions de dollars. Et à l'occasion d'un dossier particulier, vous avez peut-être vu le film Dark Waters qui a un peu déclenché dans le grand public cette question-là. Il y a eu donc contre Dow Chemical une action de groupe liée à des cancers autour d'un fleuve où Dow produisait du téflon, des cancers, des problèmes de thyroïde. Et à l'occasion de ce contentieux, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui démontrent qu'il y a plus que de la probabilité aujourd'hui qu'il y ait un lien entre le PFAS et quelques cancers. C'est pour ça que l'Union européenne a décidé de se saisir de cette question. Mais quel est l'état de la réglementation actuelle? Alors, c'est une bonne question parce que on n'a pas encore une réglementation totalement figée. La première réglementation est pourtant ancienne, c'est la Convention de Stockholm et les annexes de la Convention de Stockholm de 2001, qui a été ratifiée en 2004 par la France. Et dans la Convention de Stockholm, on vise déjà les PFOA et l'interdiction de PFOA. Ensuite, vous avez l'Union européenne qui s'est saisie de la réglementation à travers deux règlements. L'un qui est bien connu de notre monde de l'environnement industriel, qui est le REACH, qui est un règlement concernant les produits chimiques et leur nocivité et la régulation des produits chimiques. Tous les industriels connaissent cette réglementation, ceux qui produisent des substances chimiques. Et après ce premier règlement, vous avez eu un second règlement dit POP pour les polluants organiques persistants qui est venu, lui, interdire, depuis 2019, certains types de PFAS, puisqu'il y en a 4700. Donc interdire certains types de PFAS, dont surtout les PFOA, parce que les PFOS, il n'y a plus de production quasiment. Et là, le projet, c'est d'aller plus loin? Alors, le projet, c'est d'abord d'intégrer cette réglementation pour les industriels. Alors, il y a des dérogations d'abord. Il y a des dérogations, par exemple, pour les mousses anti-incendie. Il est prévu que ça soit interdit qu'en 2025, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas produire sans le PFAS. Vous avez la même chose pour certains types d'emballages.
Donc la réglementation, elle existe. Le PFOS, comme je vous l'ai dit, on ne le produit plus. Mais ce qui est essentiel à savoir, c'est que cela vise à la fois les fabricants, mais aussi les utilisateurs et les importateurs. Donc tous sont concernés par cette interdiction. Toute la chaîne. Toute la chaîne est concernée. Et demain, pour répondre plus précisément à votre question, il y a une feuille de route qui a été mise en place par la Commission européenne qui vient de sortir, 25 avril 2022. Quelle est l'ambition? Pour justement interdire encore plus fortement les PFAS dans le futur. Alors, quelles sont les chances de changer cela? Est-ce que vraiment, à l'horizon 2030, on se sera débarrassé des PFAS? C'est la question et c'est la feuille de route, en effet, de la Commission européenne, c'est d'arriver à 2030 sans PFAS. Un monde sans PFAS, ça va être très compliqué parce que, encore une fois, vous le retrouvez un petit peu partout. Et aujourd'hui, dès que vous allez mettre terme à un incendie important, vous utilisez du PFAS. Et ce PFAS, encore une fois, on le retrouve dans les fleuves, on le retrouve dans la mer. Donc au final, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? C'est suffisamment contraignant? Alors, c'est une feuille de route, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est du soft law. Non, ce qui est contraignant, c'est le règlement REACH qui traitait de la question jusqu'en 2017, et c'est le règlement POP depuis 2019. Ça veut dire qu'il faudra peut-être amender ces règlements? Il faudra, à travers la feuille de route, vous avez raison, amender ces règlements, les introduire dans le code de l'environnement. Pour les techniciens, les consultants, déterminer des valeurs seuil, ce que a commencé à faire l'ANSES en matière d'eau potable. Mais il y a tout un travail des consultants. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, aujourd'hui, vous n'avez plus une étude de sol faite sans vérifier la qualité au regard des PFAS. Ça n'existe plus. En France, ça commence à être émergent, mais quand on voit le nombre d'études de sol, nous, c'est notre quotidien. Si vous voulez. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler du DSA et du DMA. Quel est l'apport de ces textes européens? On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Sébastien Mariez, associé chez Momentum Avocat. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, ces deux textes européens visent à la fois à réguler l'activité économique des grandes plateformes pour limiter leur poids et essayer de faire émerger des concurrents, mais aussi de réguler les contenus illicites, de limiter la diffusion de ces contenus illicites. Quels sont les acteurs visés par ces textes? Oui, alors dans les grandes lignes, c'est ça. On va revenir sur les obligations ensuite. Sur les acteurs qui sont concernés, si on procède par entonnoir, on peut d'abord parler du DSA. Parce que le DSA va concerner à différents niveaux tous les services en ligne, tous les fournisseurs de services en ligne, avec des niveaux d'obligation différents, mais on peut penser aux hébergeurs, aux fournisseurs d'accès Internet, aux fournisseurs de noms de domaine, aux places de marché ou encore aux réseaux sociaux. Sachant que le DSA, il faut préciser quand même que c'est une régulation à deux vitesses, c'est-à-dire avec un socle commun qui concerne ces acteurs-là, plus des obligations renforcées pour deux autres catégories que sont les très grandes plateformes et puis les très grands moteurs de recherche. Voilà, donc l'entonnoir se dessine. Et puis si on bascule sur le DMA, ici on a encore une série d'acteurs plus précises que sont les contrôleurs d'accès ou les fameux gatekeepers comme on les appelle en anglais, qui répondent à différents critères, qui va en faire une liste probablement assez réduite puisqu'il faut cumuler 4 critères que sont 45 millions d'utilisateurs mensuels, plus 10 000 entreprises utilisatrices, puisqu'on protège le volet entreprise ici, plus encore 2 critères qui tiennent un chiffre d'affaires dans l'Union européenne supérieur à 7,5 milliards d'euros, et encore pour finir, une valorisation boursière supérieure à 75 milliards. Donc on voit bien que le DMA, en quelque sorte par opposition à DSA, va toucher une liste de fournisseurs bien plus réduite. Alors restons sur le DMA, il vise à encadrer l'activité économique des plateformes. Concrètement, quelles sont les règles prévues?
Alors, pour le DMA, d'ailleurs, il faut peut-être rappeler l'objet du DMA, puisque l'objet du DMA, c'est de garantir un environnement numérique équitable, acquis, aux entreprises qui dépendent des gatekeepers pour proposer leurs services sur le web, pour développer leur zone de chalandise sur le web. Et donc, dans cette perspective-là, qui est vraiment l'axe de protection du DMA, on a toute une série d'obligations et d'interdictions qui vont être mises à la charge des fameux gatekeepers. On peut citer quelques exemples. Au titre des obligations, par exemple, on aura des obligations de permettre aux entreprises utilisatrices des plateformes les données qui sont générées par leur activité. Plus particulièrement, si on se tourne du côté du marketing et de la publicité, ces plateformes auront l'obligation de mettre à disposition, de permettre d'accéder aux informations qui sont relatives justement à l'activité, aux activités marketing et publicitaires d'une entreprise sur leur plateforme pour apprécier justement l'efficacité de ces actions-là. Donc ça, c'est un bloc plutôt côté des exemples d'obligations qui sont à la charge des plateformes. Et puis, on a une série d'interdictions. Alors là encore, on peut en citer quelques-unes. On a par exemple cette interdiction d'auto-préférence, c'est-à-dire de privilégier le référencement des services qui sont proposés par la plateforme et qui sont concurrents de services proposés par des tiers, mais qui sont utilisateurs de la plateforme. C'est un premier exemple d'interdiction. On a aussi une prohibition qui touche à éviter la limitation de la portabilité des données. Ça, c'est un point très élément pour pouvoir passer d'une plateforme à une autre, que les entreprises ne soient pas captives d'une plateforme. Et puis, on peut citer un troisième exemple qui a fait parler de lui, c'est-à-dire l'interdiction, sans le consentement des personnes concernées, de croiser les données qui résultent de l'utilisation d'un service et d'un autre par une même personne. Voilà, donc voilà un petit peu les différents dispositifs qui sont mis en place pour protéger les entreprises et garantir la capacité à développer une zone de chalandise sur le web. Alors passons au DSA, il s'attaque quant à lui aux contenus et aux produits illicites. Quelles sont les règles prévues ? Oui, alors en effet, le DSA a un objet tout à fait différent, même si par certains aspects on pourrait considérer qu'il est complémentaire du DMA. En tout cas, l'objet du DSA, qui est une première mondiale, c'est d'établir une norme en matière de responsabilité des plateformes qui vise avant tout ici, non pas à protéger les entreprises, mais à protéger les consommateurs, à protéger les utilisateurs, personnes physiques avant tout, contre donc les contenus illicites, vous l'avez mentionné, on peut penser au contenu haineux par exemple, et puis aussi à les protéger contre les produits ou les services illicites. Et ici on a à l'esprit par exemple la lutte contre les produits contrefaisants. Donc voilà l'objet principal. Et à partir de là, on voit dans le DSA une sorte de régulation poupée-gigogne ou une régulation à tiroir. C'est-à-dire que en fonction de votre catégorie, en tant que fournisseur de services, vous devrez vous soumettre à des obligations qui sont particulières. Donc ceci étant dit, il y a un socle commun. Socle commun, quel est-il ? Alors ce socle commun, justement, une fois qu'on aura le texte définitif, on saura précisément expliquer quelle obligation va sur quel fournisseur. Mais aujourd'hui, le socle commun qui se dessine, il repose sur un socle d'obligation de diligence raisonnable avec la fameuse procédure de notice and action, donc la possibilité pour tout utilisateur de notifier de signaler un contenu illicite. Et à cette obligation-là s'ajoute l'obligation de nommer un point de contact, par exemple, pour faciliter la coordination, la coopération avec les autorités, et puis aussi la coopération avec ce qu'on appelle les signaleurs de confiance, qui vont être des signaleurs en quelque sorte professionnels du fait de leur expertise. Donc ça, c'est le socle commun. Ensuite, il y a une autre catégorie d'obligations qui sont obligations spécifiques parce qu'on relève d'une catégorie particulière de fournisseurs de services en ligne. Ici, on peut citer l'exemple des places de marché en ligne qui font l'objet de dispositions particulières avec des obligations particulières. On a beaucoup parlé de cette obligation de KYC, Know Your Customer, qui va être mise à la charge des plateformes, des places de marché, et qui vise tout simplement à renforcer la traçabilité des vendeurs professionnels qui utilisent une plateforme de e-commerce. Donc, préalablement à l'ouverture d'un compte,
la place de marché aura une obligation de moyens de vérification, quelques éléments d'identification du professionnel en question. Un mot sur les sanctions qui sont prévues par ces textes? Alors, pour ce qui est des sanctions, oui, bien sûr. Les sanctions, elles sont lourdes, les sanctions. Il y a un dispositif de supervision et de coopération entre autorités des États qui va d'ailleurs être renforcé, qui va être un petit peu modifié pour potentiellement arriver à des sanctions concernant le DSA jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial et puis aussi en complément des mesures d'interdiction en cas de manquement grave et répété. Et pour ce qui est du DMA, ici aussi la possibilité de mesures correctives dans les cas les plus graves, dans les situations les plus litigieuses et des amendes qui vont ici jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, ce qui est considérable, mais moins considérable que 20% en cas de récidive. Donc, vraiment un dispositif de sanction très conséquent. Oui. Pour finir, l'entrée en vigueur de ces textes? Alors, l'entrée en vigueur, donc le DMA, a priori, puisque ces deux textes sont attendus pour le courant de l'été dans leur version finale. Donc, pour le DMA, on attend une application fin 2023, début 2024 probablement. Et pour le DSA, alors pour les très grandes plateformes, pour les très grands moteurs de recherche, 4 mois après l'entrée en vigueur du texte, donc peut-être dès la fin de cette année peut-être. Et pour tous les autres, plus tard, plutôt début janvier 2024. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci Jean-Sébastien Mariès pour cet éclairage. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et on va parler mécanisme d'intéressement. C'est le rapport du cabinet BCTG Avocat et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cyprien Dufournier qui est consul chez BCTG Avocat. Cyprien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les tendances identifiées dans ce rapport sur les mécanismes d'intéressement? Alors, on a plusieurs grandes tendances. La première étant l'engouement que ces mécanismes d'intéressement présentent pour les entrepreneurs. En effet, sur nos sondés, pas moins de 89 d'entre eux indiquent avoir recours à ce type de mécanisme. Le deuxième point important, c'est le recours au BSPCE massif par rapport aux autres mécanismes. Et le dernier point qui est assez important pour nous, avocats, c'est que les entrepreneurs sont aguerris à ce type de dispositif et n'hésitent pas à mettre en place des documents, notamment des pactes d'associés, pour lesquels nous, avocats, sommes particulièrement utiles. Alors Cyprien, peut-être un mot pour rappeler les principaux mécanismes d'intéressement pour les sociétés. Alors, les mécanismes dont nous parlons aujourd'hui sont ceux qui ont été plébiscités par les sondés, c'est-à-dire qu'on en distingue 3 par rapport aux autres. Le premier étant les BSPCE, le second étant les AGA, et le troisième étant les BSA. Les BSPCE sont des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. C'est un mécanisme assez simple qui va permettre à la société, qui répond à certaines conditions d'éligibilité, d'attribuer un bon à un salarié ou à un mandataire social, et ce bon sera exerçable, et l'exercice permettra d'obtenir une action. Le prix d'exercice de ce bon est fixé à la date d'attribution, et l'autre point important, c'est que la société va généralement mettre en place des conditions d'exercice qui sont liées le plus souvent à la présence du bénéficiaire et parfois à la performance du travail du bénéficiaire ou de la société. Le second mécanisme, le deuxième, pardon, est le mécanisme des attributions gratuites d'actions, qui est un mécanisme qui, lui, va permettre à la société d'attribuer gratuitement une action à ses salariés ou à ses mandataires, sous réserve du respect d'une condition de présence au sein de la société. Il va falloir que le salarié, en tout cas que le bénéficiaire, conserve l'action pendant une période minimum de 2 ans. Et au sein de cette période de 2 ans, vous avez, là c'est un peu technique, une période dite d'acquisition, qui doit être au moins d'1 an, durant laquelle le bénéficiaire n'est pas associé, il est simplement titulaire d'un droit de créance. Et au terme de cette période d'acquisition, démarre une autre période qui est dite la période de conservation, durant laquelle le bénéficiaire est associé, c'est-à-dire qu'il participe aux AG, il peut obtenir des dividendes si un versement de dividendes est voté en AG. En revanche, il ne peut pas disposer de son action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas la vendre. Donc ça, c'est le deuxième mécanisme qui est très plébiscité. Et le troisième? Et le troisième, c'est celui des BSA, les bons de souscription d'actions,
qui lui est un mécanisme plus universel que ceux cités précédemment et surtout que les BSPCE. C'est le même mécanisme que les BSPCE, la société va attribuer une action qui, modulo le paiement d'un prix d'exercice, va permettre d'obtenir une action. Simplement, toutes les sociétés peuvent attribuer des BSA, là où les BSPCE sont réservés aux jeunes sociétés. La grosse difficulté avec les BSA, c'est qu'ils font l'objet, le dispositif fait l'objet depuis un certain nombre d'années, et surtout depuis juillet dernier, de décisions, notamment du Conseil d'État, particulièrement défavorables. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce mécanisme est surtout intéressant pour des raisons fiscales, et l'attrait fiscal a été considérablement réduit à la suite des fameuses décisions dont je vous parle, qui considèrent qu'à partir du moment où vous considérez qu'il y a un lien entre le travail délivré par le salarié ou le mandataire et le dispositif qui est mis en place, tous les gains liés à ce dispositif sont soumis au régime des traitements et salaires. Alors vous l'avez souligné, le rapport note un recours massif au BSPCE. Comment l'expliquez-vous ? Alors, je pense que le gros avantage des BSPCE, c'est que c'est un mécanisme qui est très connu des acteurs du monde des jeunes entreprises, que ce soit les entrepreneurs comme les salariés. Donc je pense qu'il est facile pour les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs futurs salariés de leur présenter ce mécanisme, dans la mesure, encore une fois, où les salariés sont au courant des points importants, des points de négociation. Je pense que l'autre point qui constitue un attrait, c'est la grande souplesse liée au BSPCE. Souplesse sur le nombre de BSPCE pouvant être mis en place. Il faut savoir qu'une société peut attribuer un nombre de BSPCE illimité, ce qui n'est pas le cas pour les AGA qui sont limités à 10% du capital social de la société. L'autre point important, c'est que la société va pouvoir assez librement fixer des conditions de présence et de performance dont je vous parlais. Et l'autre point qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que, encore une fois, vous avez cette idée que le bénéficiaire va devoir payer un prix d'exercice quand il le pourra, et ça signifie qu'il va y avoir un petit enjeu économique, ce qui n'est pas le cas pour les AGA qui sont attribués gratuitement. Pour terminer brièvement, quelles sont les pratiques en matière de pacte d'associés qui sont relevées dans votre rapport ? Alors le premier point remarquable que je vous indiquais, c'est que, encore une fois, la plupart des sociétés mettent en place un pacte d'associés entre les associés historiques, en tout cas les principaux associés de la société, et les bénéficiaires de ces dispositifs d'intéressement. Ça, c'est un point important. Il me semble que 75% des sociétés sondées mettent en place ce mécanisme. Ces pactes ont vocation à régir les droits et les obligations des titulaires de BSPCE, AGA, BSA au sein de la société, et vont surtout limiter les risques liés à ces participations. Les risques, lesquels sont-ils ? C'est que le salarié vende ses actions à un tiers qui n'aura absolument rien à voir avec la société. On va donc mettre en place un certain nombre de garde-fous pour éviter ce risque-là, et la clause fondamentale aussi est présente la plupart du temps dans ce type de mécanisme, dans ce type de pacte, c'est ce qu'on appelle la clause de clawback, le mécanisme dit de good bad liver, qui est un dispositif qui va permettre, en cas de départ du salarié de la société, de ses fonctions opérationnelles, donc contrat de travail ou mandat si le bénéficiaire est un mandataire, de vendre l'intégralité de sa participation aux autres associés, en modulo la fixation d'un prix qui dépendra des conditions de départ du bénéficiaire. Il est fondamental pour la rédaction de ce type de clause de bien se faire accompagner par un avocat. C'est noté. On va terminer là-dessus, Cyprien. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.